Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin pour un nouveau digest australien. Aujourd'hui on va parler de la victoire de la Russie face à l'Italie en finale de l'ATP Cup, ce sera dans le coin tactique. On reviendra aussi dans un premier temps sur la victoire de Sinner qui a remporté son deuxième titre face à Travaglia cette nuit, et on reviendra aussi sur la défaite de Félix Auger-Aliassime, la 7ème défaite en finale consécutive. On est sur un 0-7 pour la pépite canadienne, ça ce sera dans le côté réseau, et ma recommandation sera consacrée à l'Open d'Australie qui commence la nuit prochaine. On s'installe tranquillement, on se met un petit café en backup, c'est votre digest australien, on attaque tout de suite, c'est parti. Comme toujours quand on parle de stats, eh bien c'est sur Je sais maths que ça se passe, sur Twitter en tout cas. Si vous ne connaissez pas ce compte, allez le suivre immédiatement si vous avez Twitter, c'est un compte de référence pour les statistiques, je pense que la plupart d'entre vous le connaissent. Et donc on a cette statistique par rapport à Sinner, ils ont remporté au moins 2 titres avant leurs 19 ans et demi depuis 1990. Le joueur le plus précoce de ces dernières années forcément c'est Nadal, 12 titres avant ses 19 ans et demi, c'est quand même assez incroyable. On avait Medvedev, mais attention pas le russe, l'ukrainien, celui qui a fait finale contre Agassi en 99 à Roland-Garros, et oui, Sampras, Roddick, Shalken, Enquist, Djokovic, et Sinner donc, qui a remporté son deuxième titre la nuit dernière contre Travaglia, une belle performance de sa part, et le tennis italien à la fête globalement ce week-end avec une finale aussi à l'ATP Cup pour l'Italie, même si Fognini et Berrettini sont passés un petit peu à côté, on va en parler d'ici quelques instants. Donc quand on regarde ces listes, quand même, on a des joueurs très référencés, avec des joueurs qui ont fait des énormes carrières, peut-être Shalken un petit peu moins bien que les autres, mais dans l'ensemble c'est quand même une liste de très grande qualité, et je sais que beaucoup d'entre vous dans la communauté service volé portent des espoirs assez énormes envers Sinner, et on verra comment il va se comporter contre Shapovalov demain, ce sera demain en night session. La deuxième stat est un petit peu cruelle pour nous les Français, parce qu'on a un Richard Gasquet qui va prendre une balle perdue d'ici quelques instants. Donc le tweet de Je sais maths qui nous dit « Ils sont nés en 1975 ou après, et se sont qualifiés pour au moins 7 finales avant leurs 20 ans et demi. Marcelo Rios, Hewitt, Federer, Roddick, Nadal, Gasquet, Djokovic, Murray, Zverev et Félix Auger-Aliassime, qui a donc perdu sa 7ème finale consécutive, et parmi les 8 anciens, 7 ont été numéro 1 mondial. En fait, quand on regarde la liste, eh bien simplement Richard Gasquet n'a pas été numéro 1 mondial, Richard Gasquet n'a pas non plus fait de finale en Grand Chelem, tous les autres en ont fait au moins une, voire plusieurs. Donc voilà, c'est une statistique que je voulais montrer, une statistique intéressante aussi pour Félix Auger-Aliassime, qui a une carrière longue devant lui. Je pense que c'est simplement un petit accro. Il a perdu contre Evans d'une manière assez sèche. On en parle d'ailleurs d'Evans ce matin dans la vidéo consacrée au pronostic de l'Open d'Australie avec Charlotte. Evans qui pourrait être un poil à gratter dans la partie tableau de Nadal. Pas de digest australien sans coin tactique. Forcément, la palette est de retour comme tous les matins avec ce digest, et on va se consacrer aujourd'hui à la démontada de la Russie qui a complètement éclaté l'Italie cette nuit dernière. Et on va regarder dans un premier temps donc la façon dont Rublev a pu démembrer notre ami Fognini, et notamment avec son coup droit qui arrive toujours à imprimer une énorme puissance. Ce qui est notable avec Rublev, qui a remporté 5 titres en 2020, c'est qu'il a une grande simplicité dans ses schémas, je trouve. C'est extrêmement cadré, extrêmement simple avec Rublev, des pépites un petit peu dans tous les sens, il n'y a pas beaucoup de subtilité d'une manière générale, et le problème avec lui, c'est quand vous lui donnez un petit peu de temps. Donc par exemple ici, dans ce schéma, décalage coup droit, et bien là c'est mortel, il arrive à trouver toutes les zones avec ce coup. Ici ce sera un long de ligne qui va complètement clouer Fognini, qui était plus vraiment dans le combat à ce moment-là du match, mais aussi il est tout à fait capable d'aller trouver cette diagonale avec un angle court, croisé, qui peut aussi faire beaucoup de mal à ses adversaires. Donc quand vous donnez du temps, quand Rublev a le temps d'installer ses appuis, eh bien il est extrêmement dangereux, notamment au coup droit. Mais si c'était seulement ça, s'il suffisait de priver de temps Rublev pour gagner contre ce joueur, eh bien ce serait simple, tout le monde le ferait, mais non. Rublev est aussi redoutable sur les coups droits avec appui ouvert, on a un excellent exemple ici. Alors là il va mettre une pépite dans la diagonale contre un Fognini qui, vous voyez son positionnement un petit peu en dilettante, est-ce que je vais à gauche, est-ce que je vais à droite, j'attends un peu de voir ce que fait l'adversaire. Si Rublev avait mis une branlée ici en long de ligne, je pense que ça aurait fait aussi le point, mais donc il a choisi cette zone, et ce qui est très intéressant ici, c'est ce coup droit à appui ouvert. Il y a d'autres joueurs qui le font, c'est pas simplement Rublev, Federer a aussi un excellent exemple à ce niveau-là, et donc on a cette jambe droite qui agit comme pivot pour ce coup, et dans ce coup c'est simplement le buste qui fait une légère rotation au moment de l'impact. Ensuite on a un atterrissage, un glissement on va dire sur la jambe droite de pivot, et c'est extrêmement intéressant parce que ça vous permet d'arriver sur des balles où en fait là le coup d'avant il était ici, et il arrive à faire une course, il arrive en appui ouvert, et il arrive donc à imprimer cette puissance, aussi cette précision, parce qu'il faut un sacré équilibre du corps. Ça c'est aussi une des grandes forces de Rublev, c'est qu'il est capable de frapper fort, même quand il est un petit peu en retard sur la balle, ou en tout cas quand la balle arrive de l'autre côté du court. Ça c'est extrêmement difficile à faire, c'est vraiment un baseliner de génie on pourrait dire, parce qu'il est extrêmement fort, il est quasiment indébordable, il met beaucoup de rythme, et donc dans ce cas-là, il arrive aussi à couper les trajectoires. Donc vous lui laissez du temps, il vous punit, il arrive à couper les trajectoires. Rublev en gros, eh bien c'est une grande
menace. La sauce a continué dans le match suivant entre Medvedev et Berrettini, il n'y a pas eu vraiment de match entre les deux hommes. Ce que je vous montrais dans cette palette, c'est le retour de service qui a été prédominant dans ce match, et notamment Berrettini qui, on le sait, est un piètre retourneur pour son classement, et il a joué un petit peu avec le feu, avec des positions extrêmement avancées que Medvedev a pu punir de 3 façons, c'est-à-dire en allant chercher le long de ligne, ici c'est ce qu'il a fait, en servant au corps ou en servant à l'extérieur. Quand vous vous placez un petit peu plus loin, quand vous prenez de la distance que fait Medvedev en retour de service, eh bien c'est plus difficile d'aller surprendre le receveur au corps parce qu'il a le temps de voir la balle arriver, et Berrettini il a choisi cette option depuis le début de sa carrière de retourner relativement près de la ligne. Alors ça c'est une seconde balle, en première il était on va dire à 1 mètre derrière la ligne, mais c'est pas du tout une tactique payante pour lui. Est-ce qu'il n'y aura pas forcément une reconfiguration à faire pour Berrettini? C'est de reculer un petit peu parce que il est cataclysmique à ce niveau-là. La preuve en statistique, ça c'est la page de Berrettini sur le site officiel de la l'ATP Cup. Alors le pourcentage de points remportés sur première balle adverse c'est 27%, ce qui est relativement faible. Medvedev c'est 30%, en deuxième balle on est à 47%, 53% pour Medvedev qui est un très bon retourneur, c'est pour ça que je compare les deux, et les jeux de retour gagnés on est à 17%, c'est assez famélique quand même. Medvedev est à 25%, donc il remporte un jeu sur 4 de retour. Le pourcentage de points de retour remportés c'est 35% pour Berrettini, 39% pour Medvedev, et le pourcentage de balles de break converties on est à 35% pour Berrettini et on est à 40% pour Medvedev. Résultat des courses, Berrettini s'est fait complètement massacrer en retour de service, il a simplement eu 2 occasions de breaker, il les a toutes ratées, et aussi Medvedev s'est régalé forcément dans le schéma des rallyes face à un Berrettini qui bouge mal, et aussi face à un Berrettini qui n'est pas très fort en revers. Ici le but pour Medvedev c'était simplement de coincer Berrettini dans la diagonale revers, de le forcer à faire des slices ou de le forcer à prendre des risques avec un décalage coup droit pour ensuite le clouer avec une attaque dans l'espace ouvert. Medvedev s'est régalé sur cette opposition, il avait l'avantage en retour, il avait l'avantage quand les rallyes s'installaient. On sait que c'est un joueur qui est vraiment friand de ce type de séquence, malgré sa grande taille 1m98. Forcément dans cette opposition on avait un avantage assez net pour Medvedev qui s'est concrétisé, et donc avec ces deux éléments, eh bien la Russie a remporté l'ATP Cup. Avant d'enchaîner sur la recommandation du jour, mon avis quand même sur cette ATP Cup, je trouve qu'on a eu un tournoi relativement moyen par rapport à l'année dernière. L'année dernière on avait eu des frissons avec des grands matchs, l'Australie, la Grèce, on avait été complètement régalé par ces oppositions, il y avait aussi plus de teams d'une manière générale, mais là on a été je trouve un petit peu coup-ci coup-ça sur cette ATP Cup. J'ai pas forcément été emballé par beaucoup de matchs, c'est un tournoi qui a beaucoup été considéré je pense plutôt comme un tournoi préparatoire plutôt que comme une vraie compétition légitime comme on avait pu l'avoir l'année dernière, donc un petit peu mitigé d'une manière générale sur cette ATP Cup. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et on en discute ensemble. Et donc la reco, comme tous les jours, une petite recommandation personnalisée sur ce digest. Je vais vous recommander de vous lever relativement tard demain, je sais, c'est bizarre, c'est l'Open Australie, logiquement on veille toute la nuit, mais le spectacle sera surtout en night session, avec 2 matchs immanquables dans cette session de nuit. Alors on aura dans un premier temps d'abord Federico Ferreira Silva, qui est cet homme, face à Nick Kyrgios, ça ce sera à 9h du matin, donc heure française, et après, si tout se goupille bien, si Kyrgios arrive à remporter ce match rapidement, on en doute, on risque d'avoir du tie-break forcément avec un Kyrgios qui marche sur les jeux de retour. Ensuite, on aura le gros match du jour entre Shapovalov et Sinner. On peut estimer environ à 10h30, 11h peut-être le début de ce match. Pourquoi ce match? Parce que Sinner est en grande forme, il vient de remporter un titre. Shapovalov aussi a montré qu'il était relativement chaud quand même sur cette ATP Cup. 2 prodiges à venir du tennis masculin, 2 potentiels vainqueurs de Grand Chelem aussi. Du coup, n'hésitez pas à me donner votre pronostic sur ce match. Moi, je vois plutôt Shapovalov s'imposer, allez, on va dire en 4 ou 5 manches. Avantage physique aussi, parce que Sinner a beaucoup enchaîné ces derniers jours. En tout cas, c'était un grand plaisir de couvrir cette ATP Cup avec ce nouveau format. J'ai l'impression que ça vous a plu. On se retrouve tous les jours pour commenter l'Open Australie. Le tennis plus que jamais, c'est sur Service Volé. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien n'hésitez pas. Et je vous souhaite un maximum de matchs extrêmement plaisants à suivre. Ciao ciao.